Bonsoir Virginie, comment tu vas? Je vais bien aussi, merci. Et bonsoir, j'ai encore oublié la lumière. Comme à chaque fois. J'ai pas mon bonnet de Noël ce soir. Je sais pas ce que Jim il en a fait. J'ai regardé un peu partout mais disparu. Bon, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Bon, ça a été. C'était ok. Ouais, je me cache les cheveux aussi en ce moment vu que je les laisse poser, c'est un peu chiant. Bonne journée efficace et tout. Bah, tranquille, j'étais au taf et tout, donc ça s'est bien passé. C'était ok. C'était ok ma foi. Donc voilà, c'était sympathique. Plus que demain et après-demain, je serai en week-end. Pour vacances en fait, parce que j'ai passé 3-4 jours. Puisque je vais bientôt me faire opérer. Donc voilà, j'ai passé des jours avant. Voilà, voilà. Ok, bah normalement tout est ok. Le son, il est ok aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, parce que quand je me fais opérer, je rentre pas à l'hôpital le même jour que j'y vais. Que je dois y être le matin à chaque fois que c'est très loin de chez moi. J'y vais un jour avant. Mais du coup, j'ai pas d'arrêt pour ce jour précis. Et je sais jamais trop combien de temps il va me falloir. En plus de ça, j'ai un test PCR à passer. J'ai plein de choses à faire pour organiser. Donc voilà, la voiture à organiser, les bagages à faire, etc. Donc je préfère être tranquille. Donc voilà, voilà.
surtout, je voulais être. Je pose toujours des jours à mon anniversaire en fait. Puisque la seule fois que je l'ai pas fait, il m'arrive un truc assez horrible au travail. Du coup, je travaille plus du tout pour mon anniversaire. Je ne veux surtout pas y être pour mon anniversaire. Donc voilà. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai posé des jours. Ça ira tout en même temps. Oui. Oui, mais de toute façon, je travaillerai plus jamais le jour de mon anniversaire. Donc c'est ok. On était rendu. Oui, c'est ça. Puisque juste avant, on avait eu le testamental plus Dumbledore. Donc maintenant, nous sommes au chapitre 8. Oui, parce que j'ai oublié de marquer le chapitre dans le titre du stream. Donc ce soir, nous allons lire le chapitre 8 et le chapitre 9, qui est un endroit où se cacher. Donc du coup, là, on rentre dans l'action. Enfin. Donc toute la première partie, quand même une action, on va pas se mentir. Première partie très très mouvementée, avec beaucoup de décès. Et là, on a réussi à arriver dans un endroit safe. Mais on a notre mission à faire, donc voilà. Bref. Harry Potter, la dernière fois, a eu 17 ans, donc il n'a plus la trace sur lui. Et le lendemain, il y a donc le mariage de Fleur et de Bill. Donc c'est parti. Chapitre 8, le mariage. Le lendemain. Mais attendez, j'ai oublié, j'avais bien que j'oubliais un truc depuis tout à l'heure. Attendez, j'ai oublié Stream Avatar. Je suis en train de me dire, mais il manque un truc depuis tout à l'heure. Le temps que ça s'enclenche par contre. Bon voilà, normalement ça va se mettre tout seul en place. Le lendemain, à 3h de l'après-midi, Harry, Ron, Fred et George, rassemblés à côté du grand chapiteau blanc dressé dans le verger, attendaient l'arrivée des invités. Après avoir pris une bonne dose de polynectar, Harry était devenu à présent le sosie d'un jeune moldu aux cheveux roux qui habitait le village voisin de Lautry Sainte Chassepoule. Fred s'était chargé de lui voler quelques cheveux à l'aide d'un sortilège d'attraction. Le plan consistait à présenter Harry comme le cousin Barney. La famille Weasley était tellement étendue qu'il passerait inaperçu. Ok, c'est bon, le stream Avatar s'est déclenché. Tous les quatre avaient à la main la liste des invités et des sièges qui leur étaient réservés, afin qu'ils puissent amener chacun à sa place. Une foule de serveurs en robe blanche était arrivée 1 heure plus tôt, en même temps que les musiciens en veste dorée. Pour l'instant, ils étaient tous assis un peu plus loin sous un arbre, et Harry voyait un nuage bleuâtre de fumée de pipe s'élever de leur groupe. Oh, ça fume sévère là. Derrière Harry, l'entrée du chapiteau laissait voir d'innombrables rangées de chaises dorées, élégantes et fragiles, disposées de chaque côté d'un long tapis pourpre. Les mâts qui soutenaient la toile étaient entourés de guirlandes de fleurs blancs et or entrelacées. Fred et George avaient attaché une énorme gerbe de ballons dorés au-dessus de l'endroit précis où Bill et Fleur deviendraient bientôt mari et femme. En dehors des papillons et des abeilles, des papillons et des abeilles voletaient paresseusement sous la pelouse et la haie. Harry, lui, n'était pas très à son aise. Le moldu, dont il avait pris l'apparence, était légèrement plus gros que lui, et sa robe de soirée devenue trop serrée lui donnait chaud sous le soleil de cette journée d'été. « Quand je me marierai, dit Fred, en tirant sur le col de sa propre robe, je ne m'encombrerai pas de toutes ces idioties. Vous pourrez vous habiller comme vous voudrez, et je ferai subir à maman le maléfice du saucisson jusqu'à ce que tout soit terminé. » Finalement, elle n'a pas été trop terrible ce matin, dit George. Elle a un peu pleuré parce que Percy ne sera pas là. Mais qui a envie de le voir? Oh, nom d'une baguette, préparez-vous, les voilà, regardez. Des silhouettes aux couleurs vives apparaissaient une par une, surgies de nulle part, derrière la fontaine, la lointaine clôture
ils avançaient en serpentant à travers le jardin, en direction du chapiteau. Des fleurs exotiques et des oiseaux ensorcelés frétillaient sur les chapeaux des sorcières, tandis que des pierres précieuses étincelaient sur les foulards des sorciers. On entendait s'élever, de plus en plus sonore, la rumeur joyeuse des conversations qui noyait le bourdonnement des abeilles à mesure que la foule s'approchait. Très bien, il me semble apercevoir quelques cousines vélanes, dit Georges, en tendant le cou pour mieux voir. Elles auront besoin d'aide pour comprendre les coutumes anglaises, je m'occupe d'elles. Pas si vite, l'oreille coupée, répliqua Fred. Il se précipita, passant en trompe devant le groupe de sorcières d'Ashmur qui menait la procession, et s'approcha de deux jolies françaises. Permettez-moi tout, assistez-vous, dit-il dans un français approximatif. Les deux jeunes filles gloussèrent et acceptèrent de se laisser entraîner par lui à l'intérieur du chapiteau. Georges dut s'occuper des sorcières d'Ashmur et Ron prit en charge un vieux collègue de M. Weasley du nom de Perkins, pendant que Harry héritait d'un couple âgé et un peu sourd. « Salut !» lança d'une voix familière quand il ressortit du chapiteau. Il tomba sur Tonks et Lupin, qui étaient les premiers de la file d'attente. Tonks s'était coloré en blonde pour l'occasion. « Arthur nous a dit que tu étais celui avec les cheveux bouclés. Désolé pour hier soir, ajouta-t-elle dans un murmure, lorsque Harry les conduisit à leur place. Le ministère est très anti-loup-garou en ce moment, et nous avons pensé que notre présence ne te rendrait pas service. Bien sûr, je comprends, répondit Harry, qui parlait plus à Lupin qu'à Tonks. Lupin lui adressa un bref sourire, mais quand ils s'éloignèrent pour aller s'installer, Harry vit ses traits s'affaisser à nouveau, dans une expression de profonde tristesse. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il n'eut pas le temps de s'attarder sur le sujet, car Hagrid était en train de provoquer un certain désordre. Ayant mal compris les instructions de Fred, il s'était assis non pas sur le siège magique agrandi et renforcé qu'on avait prévu au dernier rang, mais sur 5 chaises qui rassemblaient à présent un gros tas d'allumettes dorées. Tandis que M. Weasley réparait les dégâts et que Hagrid se répandait en excuses auprès de qui voulait l'entendre, Harry se hâta de retourner à l'entrée du chapiteau, où il trouva Ron face à face avec un sorcier à l'apparence singulière. Louchant légèrement, ses cheveux blancs semblables à de la barbe lui tombant sur les épaules, il portait une casquette avec un pompon qui pendait devant son nez, et une robe d'une couleur jaune d'œuf si vive qu'on en avait les larmes aux yeux. Un étrange symbole semblable à un œil triangulaire luisait au bout d'une chaîne d'or autour de son cou. « Xenophilius Lovegood, dit-il en tendant la main à Harry. « Ma fille et moi habitons de l'autre côté de la colline. C'est si gentil de la part de ces bons vieux Weasley de nous avoir invités. Mais je crois que vous connaissez déjà ma petite Luna, ajouta-t-il à l'adresse de Ron. Oui, répondit celui-ci, elle n'est pas avec vous. Elle s'est attardée dans ce charmant petit jardin pour dire bonjour aux gnomes. Leur invasion est une bénédiction. Combien sont rares les sorciers qui se rendent compte de tout ce qu'on peut apprendre grâce à ces petits gnomes pleins de sagesse, ou plutôt, pour leur donner leur vrai nom, des Chernoblis Jardinsni. Les nôtres connaissent d'excellents jurons, dit Ron, mais je crois que ce sont Fred et Georges qui les leur ont appris. Pendant qu'ils conduisaient un groupe de sorciers sous le chapiteau, Luna accourut. Bonjour Harry, lança-t-elle. Je m'appelle Bernie, répondit Harry, désarçonné. Ah, si tu l'as changé, demanda-t-elle d'une voix joyeuse. Comment sais-tu que... Oh, c'est simplement ton expression, répondit-elle, comme son père. Luna portait une robe jaune vive, qu'elle avait accompagnée d'un grand tournesol fixé dans ses cheveux. Une fois habituée à l'éclat aveuglant de l'ensemble, l'effet général était plutôt agréable. Au moins, il n'y avait pas de radis accroché à ses oreilles. Xenophilius, qui était en grande conversation avec une de ses connaissances, n'avait pas entendu l'échange entre Luna et Harry. Prenant congé du sorcier, il se tourna vers sa fille, qui leva alors son doigt devant et lui dit « Regarde, papa, un des gnomes m'a mordu. C'est merveilleux,
traîner les traces de dents ensanglantées. Luna, ma chérie, si aujourd'hui tu sens un nouveau talent naître en toi, par exemple, une irrépressible envie de chanter des airs d'opéra ou de déclamer des poèmes en langues aquatiques, surtout ne le réprime pas. Tu as peut-être un don. Ron, qui allait dans la direction opposée, laissa échapper un ricanement sonore en les croisant. Ron peut bien rire, dit Luna, d'un air serein, tandis que Harry les emmenait à leur place, elle et Xenophilius. Mais mon père avait beaucoup de recherches sur la magie des Gernoblis. Vraiment, répondit Harry, qui avait décidé depuis longtemps de ne jamais contester les vues un peu particulières des Luna et de son père. Mais tu ne crois pas que tu devrais quand même mettre quelque chose sur cette morsure? Non, c'est très bien comme ça, assura Luna. Suçant son doigt d'un air rêveur, elle regarda Harry des pieds à la tête. Tu es très élégant. J'avais dit à papa que la plupart des invités auraient sans doute des robes de soirée, mais il pense que dans les mariages, il faut s'habiller avec des couleurs solaires pour porter bonheur, tu comprends? Elle suivit son père d'un pas nonchalant, pendant que Ron réapparaissait avec une vieille sorcière accrochée à son bras. Son nez en forme de bec, ses yeux brodés de rouge et son chapeau à plumes roses lui donnaient l'air d'un flamand grincheux. Et tes cheveux sont beaucoup trop longs, Ronald. Au début, je t'ai pris pour ta sœur Ginevra. Par la barbe de Merlin, comment Xenophilius Lovegood s'est-il accoutré? On dirait une omelette. Et vous, qui êtes-vous? Aboya-t-elle à l'adresse de Harry. Ah oui, tante Muriel. Voici notre cousin Barney, un autre Weasley. Ma parole, vous vous reproduisez comme des gnomes. Harry Potter n'est pas là. J'espérais le rencontrer. Je croyais que c'était un de tes amis, Ronald, à moins que tu ne te sois vanté. Merci beaucoup, Moana, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, il n'est pas là. Il n'a pas pu venir. Il a trouvé une excuse, hein. Il n'est donc pas signé qu'il en a l'air sur ses photos. Je viens d'expliquer à la mariée comment il convient de porter ma tiare, cria-t-elle. Elle a été fabriquée par des gobelins, figurez-vous, et ça fait des siècles qu'elle est dans ma famille. C'est une jolie fille, mais il n'empêche qu'elle est française. Voyons, comment trouve-moi pour un siège, Ronald. J'ai 107 ans, il ne faut pas que je reste debout trop longtemps. Ah là là, les vieilles tantes. Ron passa devant en lui lançant un regard éloquent et ne se montra plus pendant un certain temps. Lorsqu'ils se croisèrent à nouveau à l'entrée, Harry avait conduit une douzaine d'autres personnes à leur place. Le chapiteau était maintenant presque aussi plein que la première fois où il y avait plus de files d'attente dehors. Un vrai cauchemar, cette tante Muriel, dit Ron, qui s'épongea le front avec sa manche. Elle venait chaque année à Noël, et puis, heureusement, elle s'est fâchée parce que Fred et George ont fait éclater une bombe à pouce sous sa chaise pendant le réveillon. Papa dit toujours qu'elle a dû les rayer sur son testament, comme s'ils en avaient quelque chose à faire. Il faut devenir les plus riches de la famille, au rythme où ça va. Waouh, ajouta-t-il, avec des battements de paupières précipités, en voyant Hermione s'approcher d'eux à grands pas. Tu es superbe. Ça te surprend toujours, on dirait, répliqua Hermione qui ne put s'empêcher de sourire. Elle était vêtue d'une robe fluide, couleur lilas, et portait des chaussures à talons hauts. Ses cheveux étaient lisses et brillants. Ta tante Muriel n'est pas d'accord avec toi. Je l'ai rencontrée là-haut pendant qu'elle dormait, qu'elle donnait sa tire à fleurs. Elle a dit « Oh mon Dieu, c'est elle qui est née moldue. » Et tout de suite après, mauvais maintien et cheville trop maigre. Et putain, ne le prends pas mal, elle est odieuse avec tout le monde, répliqua Ron. Vous parlez de Muriel, demanda George, qui émergeait du chapiteau en compagnie de Fred. Elle vient de me faire remarquer que mes oreilles ne sont pas symétriques. Quelle vieille toupie. En revanche, j'aurais bien voulu que l'oncle Bilius soit encore parmi nous. On rigolait bien avec lui au mariage. Ce ne serait pas celui qui est mort. Attendez. Ah si. Ce ne serait pas celui qui est mort 24 heures après avoir vu un Sinistros, interrogea Hermione. Oui, il faut dire qu'il était un peu bizarre vers la fin, admit George. Mais avant qu'il devienne dingue, c'était un vrai bout en train, dit Fred. Il vidait toute une bouteille de whisky pur feu, puis se précipitait sur la piste de danse, soulevait sa
robe et faisait sortir des bouquets de fleurs de son. Un vrai charmeur, coupa Hermione, tandis que Harry éclatait d'un grand rire. Il ne s'est jamais marié, je ne sais pas pourquoi. Tu m'étonnes, répliqua Hermione. Et coucou Raph, comment tu vas? Oui, bientôt la fin de Harry Potter. Ah ouais, et ça passe en vrai. Ça passe, ça passe. Et je sais pas, on fera peut-être un petit peu de Jules Verne, je pense. Vu que j'ai eu des bouquins récemment, je me dis, bon, let's go, pourquoi pas. Il riait tellement qu'aucun ne remarqua le dernier arrivé. Un jeune homme aux cheveux bruns, avec un grand nez arrondi et d'épais sourcils noirs, jusqu'à ce qu'il tente son invitation à Ron et dise à Hermione, les yeux fixés sur elle. Tu es merveilleuse. Victor, s'écria-t-elle d'une voix perçante. Elle lâcha son petit sac en perles qui tomba sur le sol, avec un grand bruit sourd disproportionné à sa taille. Les joues en feu, elle se précipita pour le ramasser. Je ne savais pas que tu... Enfin, mon Dieu, c'est formidable de te voir. Comment vas-tu? Une fois de plus, les oreilles de Ron étaient devenues rouges vives. Après avoir jeté un coup d'œil à l'invitation de Krum, comme s'il ne croyait pas un mot de ce qui était écrit, il lança d'une voix beaucoup trop fort. Comment se fait-il que tu sois là? Fleur m'a invité, répondit-il, les sourcils levés. Harry, qui n'avait rien contre Krum, lui serra la main. Puis, sentant qu'il valait mieux l'éloigner de Ron, il lui proposa de le conduire à sa place. Ton ami n'est pas content de me voir, dit Krum, lorsqu'ils pénétrèrent sous le chapiteau après son bonté. Ou peut-être es-tu de la famille, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil aux cheveux roux et bouclés de Harry. Un cousin, marmonna Harry, mais Krum ne l'écoutait pas vraiment. Son apparition fit sensation, surtout parmi les Vélanes. Après tout, c'était un célèbre joueur de Quidditch. Alors que les invités continuaient de tendre le cou pour mieux le voir, Ron, Hermione, Fred et George accoururent de l'allée centrale. Il est temps de s'asseoir, dit Fred à Harry. Si on reste dans le chemin, on va se faire écraser par la mariée. Harry, Ron et Hermione allèrent prendre leur place au deuxième rang, derrière Fred et George. Hermione avait le teint d'un rose soutenu, et les oreilles de Ron étaient toujours écarlates. Au bout d'un moment, il se pencha vers Harry et marmonna. « Tu as vu cette stupide barbe qu'il s'est fait pousser ?» Harry répondit d'un grognement neutre. Une atmosphère d'attente fébrile se répandait dans le chapiteau, pardon. Le brouhaha des conversations interrompu de temps à autre par des éclats de rire surexcités. Monsieur et Madame Weasley remontaient l'allée centrale d'un pas tranquille, souriant et adressant des signes de la main à des membres de la famille. Madame Weasley portait une robe toute neuve, couleur améthyste, et un chapeau assorti. Un instant plus tard, Bill et Charlie se levèrent à l'avant du chapiteau, tous deux vêtus de robes de cérémonie, de grandes roses blanches à la boutonnière. Fred siffla comme s'il avait vu passer une jolie fille, et des gloussements retentirent parmi les cousines Vélanes. Puis, l'assistance devint silencieuse lorsqu'une musique s'éleva, provenant apparemment des ballons dorés. « Oh !» s'exclama Hermione en pivotant sur sa chaise pour regarder l'entrée du chapiteau. Un immense soupir collectif monta dans la foule des sorcières et des sorciers quand Monsieur Delacour et Fleur s'avancèrent dans l'allée centrale. Fleur d'un pas aérien, Monsieur Delacour d'une démarche bondissante, le visage rayonnant. Fleur portait une robe blanche très simple et semblait émettre autour d'elle un puissant halo de lumière argentée. Alors qu'habituellement, son éclat éclipsait tous les autres, aujourd'hui en revanche, il embellissait quiconque s'en approchait. Ginny et Gabrielle, toutes deux vêtues de robes dorées, paraissaient encore plus belles qu'à l'ordinaire, et lorsque Fleur fut arrivée à sa hauteur, Bill semblait n'avoir jamais rencontré Fenrir Greyback sur son chemin. « Mesdames et messieurs, dit une voix légèrement chantante, avec une certaine surprise, Harry vit le même petit sorcier aux cheveux, en épi, qui avait prédicité les funérailles de Dumbledore. Il se tenait à présent devant Fleur et Bill. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'union de deux âmes fidèles,
Un tiare fait très joliment ressortir l'ensemble, remarqua la tante Muriel dans un murmure très audible. Mais je dois dire que la robe de Ginevra est beaucoup trop décolletée. Ginny se retourna en souriant, adressant un clin d'œil à Harry, puis regarda à nouveau devant elle. Harry laissa ses pensées vagabonder bien loin du chapiteau, se rappelant les après-midi où il était seul avec Ginny, dans des coins isolés de Poudlard. Ces moments-là lui semblaient appartenir à un passé très lointain. Il lui avait toujours paru trop beau pour être vrai, comme s'il avait volé des heures merveilleuses à la vie d'une autre personne, de quelqu'un qui n'aurait pas eu sur le front une cicatrice en forme d'éclair. William, Arthur, voulez-vous prendre pour épouse Fleur Isabelle? Au premier rang, Madame Weasley et Madame Delacour sanglotaient en silence dans des petits mouchoirs de dentelle. Des bruits de trompette au fond du chapiteau indiquèrent que Hagrid avait également sorti l'un de ses mouchoirs de la taille d'une nappe. Hermione tourna vers Harry un visage rayonnant. Elle aussi avait les yeux baignés de larmes. Je vous déclare donc, unis pour la vie. Le sorcier aux cheveux en épi leva haut sa baguette au-dessus des têtes de Bill et de Fleur, et une pluie d'étoiles d'argent tomba sur eux, tournoyant autour de leurs silhouettes à présent enlacées. Fred et George entraînèrent les invités dans une salle d'applaudissements, en même temps que les ballons dorés éclataient autour d'eux. Des oiseaux de paradis et de minuscules cloches d'or en jaillirent et se mirent à volter et flotter dans les airs, ajoutant leurs chants et leurs carillons au vacarme des acclamations. « Mesdames et messieurs, s'écria le sorcier aux cheveux en épi, si vous voulez bien vous lever. » Tout le monde s'exécuta. La tante Muriel ronchonna à haute voix, et le sorcier agita sa baguette. Les chaises sur lesquelles les invités étaient assis s'envolèrent avec grâce, tandis que les parois de la toile du chapiteau disparaissaient. Ils se retrouvèrent sous un dais soutenu par des colonnes dorées, avec une vue magnifique sur le verger et la campagne environnante, illuminée de soleil. Puis, un bassin d'or fondu se répandit au centre de la tente pour former une piste de danse à la surface scintillante. Les chaises suspendues dans l'air se regroupaient devant de petites tables aux nappes blanches qui retombaient sur le sol avec la même grâce et en se disposant elles-mêmes autour de la piste. Les musiciens, vêtus de vestes dorées, se dirigèrent alors vers un podium. Belle réussite, dit Ron d'un ton approbateur, pendant que des serveurs surgissaient de tous côtés, certains portant des plateaux d'argent chargés de jus de citrouille, de bière au beurre et de whisky pur feu. D'autres tentant en équilibre des piles vacillantes de tartelettes et de sandwichs. Des sandwichs, c'est trop bon. Nous devrions aller les féliciter, proposa Hermione, dressée sur la pointe des pieds pour voir l'endroit où Bill et Fleur disparaissaient au centre de la foule de gens qui leur adressaient leurs vœux de bonheur. On aura bien le temps plus tard, répondit Ron avec un léger haussement d'épaule. Il prit 3 bières au beurre sur un plateau qui passait et en tendit une à Harry. Tiens, Hermione, attrape. On va se trouver une table par là, le plus loin possible de Muriel. Suivi d'Hermione et de Harry, Ron traversa la piste de danse vide en jetant des regards à droite et à gauche. Harry était sûr qu'il surveillait Krum du coin de l'œil. Lorsqu'ils furent arrivés de l'autre côté, la plupart des tables étaient prises. Celle où il y avait le moins de monde était occupée par Luna, assise seule. « On peut se mettre à côté de toi, demanda Ron. »« Bien sûr, répondit-elle d'un ton joyeux. Papa est allé donner notre cadeau à Bill et Fleur. »« Qu'est-ce que c'est ? Une provision à vide de Ravgourd, dit Ron. Hermione voulut lui lancer un coup de pied sous la table, mais elle atteignit Harry à sa place. La douleur lui fit monter les larmes aux yeux, et il perdit le fil de la conversation pendant quelques instants. L'orchestre avait commencé à jouer. Bill et Fleur s'avancèrent sur la piste et ouvrirent le bal sous les applaudissements. Au bout d'un moment, Monsieur Weasley entraîna Madame Delacour, suivie par Madame Weasley et le père de Fleur. « J'aime cette chanson, dit Luna, en se balançant au rythme d'un air de valse. » Quelques secondes plus tard, elle se leva, et d'un pas léger,
se rendit sur la piste où elle tourna sur elle-même, seule, les yeux fermés, en agitant les bras. Elle est formidable, non? Commenta Ron avec admiration, toujours aussi drôle. Mais son sourire s'effaça aussitôt. Victor Crumb venait de se laisser tomber sur la chaise vide de Luna. Hermione se trémoussa d'un air ravi, mais cette fois, Crumb n'était pas et lui adressait des compliments. Le visage renfourni, il demanda « Qui est cet homme en jaune ?»« C'est Xenophilius Lovegood, le père d'une de nos amies, » répondit Ron. Son ton belliqueux laissa clairement entendre qu'il n'était pas disposé à se moquer de Xenophilius, en dépit de cette provocation délibérée. « Viens danser », lança-t-il à Hermione d'un ton brusque. Prise au dépourvu, mais finalement contente, elle se leva et ils disparurent tous deux au milieu de la foule grandissante des danseurs. « Ah, ils sont ensemble maintenant, » dit Crumb, son attention momentanément détournée. D'une certaine manière, répondit Harry. « Et toi, qui es-tu » interrogea Crumb. « Barney Weasley. » Ils se serrèrent la main. « Toi, Barney, tu connais bien cet homme Lovegood ?»« Non, je l'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois. » Le regard noir au-dessus de son verre, Crumb observait Xenophilius qui bavardait avec d'autres sorciers de l'autre côté de la piste de danse. « Parce que, dit Crumb, s'il n'était pas invité de fleurs, je le provoquerais en duel ici même à cause de ce signe ignoble qu'il porte autour du cou. » Un signe, s'étonna Harry en se tournant à son tour vers Xenophilius. L'étrange œil triangulaire brillait sur sa poitrine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Grindelwald. C'est le signe de Grindelwald. Grindelwald, le mage noir que Dumbledore a vaincu. Exactement. Les muscles de la mâchoire de Crumb remuaient comme s'ils étaient en train de mâcher. Puis, il poursuivit. Grindelwald a tué beaucoup de gens. Grand-père, par exemple. Bien sûr, il n'a jamais été puissant dans ce pays. On disait qu'il avait peur de Dumbledore, et il avait raison quand on voit comment il a fini. Mais ça, il montra Xenophilius du doigt. Ça, c'est son symbole. Je l'ai tout de suite reconnu. Grindelwald l'a gravé dans un mur à Durmstrang quand il était élève là-bas. Des idiots l'ont recopié dans leurs livres ou leurs vêtements, simplement pour choquer, se donner l'air impressionnant. Jusqu'à ce que ceux d'entre nous qui avions perdu des membres de nos familles à cause de Grindelwald leur donnent une leçon. Crumb fit craquer ses jointures d'un geste menaçant et fusilla Xenophilius du regard. Harry était perplexe. Il semblait tout à fait improbable, incroyable même, que le père de Luna soit un adepte des forces du mal, et d'ailleurs, personne d'autre, sous le chapiteau, ne paraissait avoir reconnu le symbole triangulaire en forme de rune. « Et tu es absolument sûr que c'est bien celui de Grindelwald? »« Je ne me tromperai pas, » répliqua froidement Crumb. « Je suis passé devant ce signe pendant des années, je le connais bien. » Dans ce cas, reprit, il est possible que Xenophilius ne sache pas vraiment ce que ça représente, ce symbole. Les Lovegood sont un peu particuliers. Il l'a peut-être trouvé quelque part et pense que c'est la coupe transversale d'un tête de ronfle ou quelque chose comme ça. La coupe transversale de quoi? Je ne sais pas vraiment ce que sont les ronflacs cornus, mais apparemment, sa fille et lui essayent d'en attraper pendant leurs vacances. Harry sentit qu'il s'y prenait mal pour expliquer qui étaient Luna et son père. « La voici là-bas, » dit-il, en montrant Luna, qui dansait toujours toute seule, remuant les bras autour de sa tête, comme si elle chassait des mouchons. « Pourquoi elle fait ça ?» demanda Crumb. « Elle essaye sans doute de se débarrasser d'un jonche ruine, » répondit Harry, qui reconnaissait les symptômes. Apparemment, Crumb n'arrivait pas à savoir si Harry se moquait de lui ou pas. Il sortit sa baguette magique de sa robe et tapota sa cuisse d'un air menaçant. Des étincelles jaillirent à son extrémité. « Grigorovitch !» s'écria soudain Harry. Sursauta, mais Harry était trop excité pour s'en soucier. La mémoire lui était revenue. En regardant sa baguette, il revoyait Ollivander la prendre et l'examiner minutieusement avant le tournoi des 3 sorciers. « Et alors, pourquoi parles-tu de lui ?» interrogea Crumb d'un ton soupçonneux. « C'est un fabricant de baguettes. »« Je sais, dit Crumb. Ta baguette vient de chez lui. Voilà pourquoi
pensait au Quidditch. Crumb paraissait de plus en plus méfiant. Comment sais-tu que Gregorovitch a fabriqué ma baguette? Je l'ai lu quelque part, je crois, répondit Harry. Dans un magazine de fans, ajouta-t-il, improvisant comme il pouvait. Crumb sembla se calmer. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais parlé de ma baguette à mes fans, dit-il. Et comment va Gregorovitch ces temps-ci? Crumb eut l'air déconcerté. Il a pris sa retraite il y a quelques années. J'ai été un des derniers à acheter une baguette chez lui. Ce sont les meilleurs, mais je sais que vous, les Britanniques, vous tenez beaucoup. Harry ne répondit pas. Il fit semblant de regarder les danseurs comme Crumb, mais il réfléchissait. Ainsi donc, Voldemort voulait retrouver un fabricant de baguettes réputé. Harry n'avait pas besoin d'en chercher très loin la raison. C'était sûrement à cause de ce que sa baguette avait fait la nuit où Voldemort le poursuivait en plein ciel. La baguette en bois de houx, avec une plume de phénix, avait vaincu la baguette empruntée, un phénomène qu'Ollivander n'avait pas prévu ni compris. Gregorovitch en saurait-il plus, lui? Était-il véritablement un plus grand expert qu'Ollivander? Connaissait-il sur les baguettes magiques des secrets ignorés d'Ollivander? Cette fille est très jolie, remarqua Crumb, ramenant Harry à l'instant présent. Crumb montrait Ginny qui venait de rejoindre le nom. Elle est aussi de ta famille? Oui, répondit Harry soudain irrité. Elle a quelqu'un dans sa vie, du genre très jaloux. Un grand type costaud, il vaut mieux pas se trouver sur son chemin. Crumb poussa un grognement. À quoi sert-il d'être un joueur de Quidditch international si toutes les jolies filles sont déjà prises? Il vida sa coupe et se leva, et s'éloigna à grands pas, pendant que Harry prenait un sandwich sur le plateau d'un serveur qui passait devant lui. Harry contourna la piste de danse bondée. Il voulait retrouver Ron, lui parler de Gregorovitch, mais Ron dansait avec Hermione au milieu de la foule. Harry s'adossa contre l'une des colonnes dorées et regarda Ginny qui dansait à présent avec Lee Jordan, l'ami de Fred et George. Il s'efforça de chasser son amertume en songeant à la promesse qu'il avait faite à Ron. Jamais encore il n'avait assisté à un mariage. Il ne pouvait donc pas savoir en quoi les célébrations de sorciers différaient de celles des Moldus, mais il était quasiment sûr que, chez ces derniers, on ne voyait pas de pièces montées ornées de 2 petits phénix qui s'envolaient lorsqu'on coupait le gâteau, ni de bouteilles de champagne passant toutes seules parmi la foule des invités. À mesure que le soir tombait et que les papillons de nuit commençaient à s'engouffrer sous le dais, éclairés à présent par des lanternes flottantes, les réjouissances devenaient de plus en plus débridées. Fred et George avaient disparu depuis longtemps dans l'obscurité, en compagnie de 2 cousines de fleurs, Charlie, Hagrid et un petit sorcier trapu coiffé d'un cantonnier violet, chantonnaient au dos le héros dans un coin. Se faufilant dans la foule pour échapper à un oncle de Ron, manifestement ivre, qui se demandait s'il n'était pas son fils, Harry aperçut un vieux sorcier assis seul à une table. Son nuage de cheveux blancs le faisait ressembler à une aigrette de pissenlit, et il était coiffé d'un fez mangé au mythe. Son visage lui paraissait vaguement familier. Fouillant dans sa mémoire, Harry se rappela soudain qu'il s'agissait Elphias Dodge, membre de l'ordre du Phénix et auteur de la nécrologie de Dumbledore. Il s'approcha de lui. « Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr, répondit Dodge. Il avait une voix sifflante, plutôt aiguë. Harry se pencha en avant. « Monsieur Dodge, je suis Harry Potter. » Dodge étouffa une exclamation. « Cher ami, Arthur m'a dit que vous étiez déguisé. Je suis si heureux, si honoré. » Avec une émotion ravie, Dodge versa précipitamment à Harry une coupe de champagne. « J'ai pensé à vous écrire, murmura-t-il. Après Dumbledore, le choc, et pour vous, je suis sûr que... » Ses yeux minuscules se remplirent soudain de larmes. « J'ai lu la nécrologie que vous avez écrite dans la Gazette du Sorcier, dit Harry. Je ne savais pas que vous connaissiez si bien le professeur Dumbledore. »« Aussi bien que n'importe qui d'autre, répondit Dodge, en s'essuyant les yeux avec une serviette. En tout cas, je suis celui qui l'a connu le plus longtemps, si l'on accepte Albert Ford. Et pour
des raisons que j'ignore, les gens ne tiennent jamais compte d'Albert Ford. Puisqu'on parle de la Gazette du Sorcier, je ne sais pas, monsieur Dodge, si vous avez vu. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Elphias, cher ami. Elphias, je ne sais pas si vous avez vu l'interview qu'a donnée Rita Skeeter au sujet de Dumbledore. La fureur colora soudain le visage de Dodge. Oh, je l'ai vue, cette femme, ou plutôt ce vautour, devrait-on dire, m'a littéralement harcelé pour que j'accepte de lui parler. J'ai honte de vous avouer que je suis devenu assez discourtois. Et je l'ai traité de vieille truite fouineuse, ce qui s'est traduit, comme vous l'avez lu, par des calomnies concernant ma santé mentale. En tout cas, dans cette interview poursuivit Harry, Rita Skeeter insinue que le professeur Dumbledore aurait pratiqué la magie noire quand il était jeune. N'en croyez pas un mot, répliqua aussitôt Dodge, avec un pain au mardi. Ne laissez pas terminer la mémoire d'Albus Dumbledore. Harry observa le visage grave, douloureux de Dodge et ne se sentit pas rassuré pour autant, mais plutôt contrarié. Dodge pensait-il donc qu'il était si facile que Harry pouvait simplement choisir de ne pas croire ce qu'il lisait? Ne comprenait-il pas le besoin qu'il éprouvait d'être sûr de tout savoir? Dodge se doutait peut-être de ce que représentait Harry, car il parut inquiet et se hâta d'ajouter: Harry, Rita Skeeter est une horrible. Mais il fut interrompu par un craquement saugrenu. Rita Skeeter, je l'adore, je lis toujours ses articles. Harry et Dodge levèrent la tête et virent devant eux la tante Muriel, des plumes dansant sur son chapeau, une coupe de champagne. Figurez qu'elle a écrit un livre sur Dumbledore. Bonjour Muriel, dit Dodge. Oui, nous parlions justement. Toi, là, donne-moi ta chaise, j'ai 107 ans. Un autre cousin Weasley, les cheveux, l'air effrayé, bondit aussitôt de sa chaise pour que la tante Muriel puisse la faire pivoter avec une force surprenante avant de s'y laisser tomber lourdement entre Dodge et Harry. Rebonjour Barry, ou je ne sais quoi, dit-elle à Harry. Alors, qu'est-ce que vous disiez à propos de Rita Skeeter, Elphias? Vous savez qu'elle a écrit une biographie de Dumbledore. J'ai hâte de la lire. Il faut que je pense à me la commander chez Fleury et Botte. Dodge eut un air pincé, solennel, mais la tante Muriel vida sa coupe et claqua des doigts osseux vers un serveur qui passait par là pour qu'il lui apporte un autre. Après avoir bu une nouvelle et longue gorgée de champagne, elle laissa échapper un rond et poursuivit. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air de deux grenouilles empaillées. Avant qu'ils deviennent si respectables et respectés de toutes ces fadaises, il y avait de sacrées rumeurs qui circulaient sur Albus. Des insinuations d'ignorants, répliqua Dodge, son teint reprenant une couleur de radis. Je savais que vous diriez ça, Elphias, glossa la tante Muriel. J'ai remarqué comment vous avez glissé sur les zones d'ombre dans votre nécrologie. Je suis navré que vous ayez cette opinion, répondit Dodge, d'un ton encore plus froid. Je puis vous assurer que j'ai parlé avec mon cœur en écrivant cet article. Oh, tout le monde sait que vous aviez une véritable vénération pour Dumbledore. J'imagine que vous le considériez toujours comme un saint, même s'il apparaît qu'il s'est débarrassé de sa sœur Crackmoll. Muriel, s'exclama Dodge. Une sensation glacée qui n'avait rien à voir avec le champagne se répandit dans la poitrine de Harry. Qu'est-ce que vous entendez par là? Dit-il. Qui a dit que sa sœur était une craque-molle? Je pensais qu'elle était malade. Eh bien, vous pensiez de travers, Barry, lança la tante Muriel, visiblement enchantée de l'effet qu'elle avait produit. D'ailleurs, comment auriez-vous pu le savoir? Ça s'est passé à un moment où vous n'étiez même pas à l'état de brocher mon jeune ami. Et la vérité, c'est que nous étions là à l'époque. Et ceux qui nous étions là à l'époque n'avons jamais su ce qui était vraiment arrivé. Voilà pourquoi je brûle de découvrir les révélations de Skeeter. Dumbledore a si longtemps gardé le secret sur sa sœur. Faux, protesta Dodge, de sa voix sifflante, absolument faux. Il ne m'a jamais dit que sa sœur était une craque-molle, lança Harry sans y penser, la sensation glacée persistant en lui. Et pourquoi donc vous l'aurait-il dit? Quina Muriel, qui se balançait un peu sur sa chaise,
dans un effort pour voir plus nettement Harry. La raison pour laquelle Albus ne parlait jamais d'Ariana, commença Elphias d'une voix tendue par l'émotion, me paraît tout à fait évidente. Il était si bouleversé par sa mort. Pourquoi personne ne l'a jamais vu, Elphias? S'écria la tante Muriel. Pourquoi une bonne moitié d'entre nous n'ont-ils jamais soupçonné son existence avant qu'on sorte son cercueil de la maison et qu'on célèbre ses funérailles? Où était donc le très saint Albus pendant que Ariana se trouvait enfermée dans la cave? Il brillait de tout feu à Poudlard, et peu importe ce qu'il se passait dans sa propre maison. Que vouliez-vous dire par enfermé dans la cave? Interrogea Harry. Qu'est-ce que ça signifie? Dodge semblait anéanti. La tante Muriel poussa d'un nouveau craquement et répondit à Harry. La mère de Dumbledore était une femme terrifiante, tout simplement terrifiante, née dans une famille moldue, bien qu'elle ait, paraît-il, prétendu le contraire. Elle n'a jamais prétendu cela. Kendra était une femme remarquable, murmura Dodge, l'air accablé. Mais la tante Muriel ne lui prêta aucune attention. Fière et très dominatrice, le genre de sorcière qui aurait été mortifiée à l'idée de donner naissance à une craque-molle. Ariana n'était pas une craque-molle, affirma Dodge de sa voix sifflante. C'est vous qui le dites, Elphias. Mais expliquez-moi, dans ce cas, pourquoi elle n'est jamais allée à Poudlard, répliqua la tante Muriel. Elle se tourna à nouveau vers Harry. De notre temps, quand on avait un craque-molle dans la famille, on n'en parlait pas. Mais de là à séquestrer une si petite fille dans une maison en faisant comme si elle n'existait pas. Je vous dis que ça ne s'est pas passé ainsi, protesta Dodge. Mais la tante Muriel poursuivit sur sa lancée, comme un rouleau compresseur, s'adressant toujours à Harry. Les craque-molles étaient habituellement envoyés dans des écoles de moldus, où on les encourageait à intégrer leur communauté. C'était beaucoup plus charitable que d'essayer de leur trouver une place dans le monde des sorciers, où elles auraient toujours été reléguées au second rang. Mais naturellement, Kendra Dumbledore n'aurait jamais songé à laisser sa fille fréquenter une école de moldus. Ariana était fragile, déclara Dodge avec désespoir. Sa santé a toujours été trop précaire pour lui permettre de quitter la maison, couina Muriel. Et pourtant, on ne l'a jamais envoyée à Saint-Mangouste, ou on n'a jamais appelé de guérisseur à son chevet. Muriel, voyons, comment pouvez-vous le savoir si, pour votre information, Elphias, mon cousin Lancelot était guérisseur à Saint-Mangouste à l'époque, et il a raconté à ma famille, en toute confidentialité, qu'on n'avait jamais vu Ariana là-bas. Très louche, pensait Lancelot. Dodge paraissait sur le point d'éclater en sanglots. La tante Muriel, qui semblait s'amuser beaucoup, claqua des doigts pour obtenir une nouvelle coupe de champagne. Hébété, Harry repensa à la façon dont les Dursley l'avaient enfermé, clé dans un placard, caché à la vue des autres pour avoir commis le seul crime d'être un sorcier. La sœur de Dumbledore avait-elle subi le même traitement pour la raison inverse? L'avait-on séquestrée parce qu'elle n'était pas suffisamment douée pour la magie? Et Dumbledore l'avait-il véritablement abandonnée à son sort, pendant que lui-même allait à Poudlard, où il se montrait brillant et talentueux? Si Kendra n'était pas morte la première, reprit Muriel, j'aurais dit que c'était elle qui en avait fini avec Ariana. Comment osez-vous, Muriel, gémit Dodge. Une mère tuer sa propre fille. Réfléchissez à ce que vous dites. Pourquoi pas? Si cette même mère a été capable d'emprisonner sa fille pendant des années entières, répliqua la tante Muriel, avec un haussement d'épaule. Mais comme je l'ai déjà dit, ça ne cadre pas, car Kendra est morte avant Ariana. De quoi personne ne semble pouvoir l'affirmer avec certitude. Oh, il ne fait aucun doute qu'Ariana l'a assassinée, lança Dodge, essayant courageusement de se montrer ironique. Pourquoi pas, pendant cogner? Oui, peut-être qu'Ariana, dans une tentative désespérée pour conquérir sa liberté, a tué Kendra au cours de la bagarre, suggéra la tante Muriel d'un air songeur. Vous pouvez hocher la tête autant que vous le voulez, Elphias. Vous étiez à l'enterrement d'Ariana, non? En effet, j'y étais, répondit Dodge, les lèvres tremblantes. Et je ne pense pas avoir jamais vécu un moment de plus grande tristesse. Albus avait le cœur brisé.
Il n'y a pas eu que son cœur. Albert Ford ne lui a-t-il pas aussi brisé le nez en plein milieu de la cérémonie? Si Dodge avait pu paraître horrifié auparavant, ce n'était rien comparé à l'expression qu'il affichait à présent. Il avait sans doute eu la même tête si Muriel lui avait enfoncé un poignard dans le ventre. Il laissa échapper un gloussement sonore, puis à nouveau du champagne qui dégoulina sur son menton. Comment osez-vous? Croisa Dodge. Ma mère était amie avec la vieille Bathilda Tour-de-Sac, reprit la tante Muriel d'un air joyeux. Bathilda a raconté toute l'histoire à maman pendant que j'écoutais à la porte. Et coucou, bienvenue à toi, Mélanie. Installe-toi bien. D'après le récit de Bathilda, Albert Ford a hurlé que c'était la faute d'Albus si Ariana était morte, puis il lui a donné un coup de poing dans la figure. À en croire Bathilda, Albus n'a même pas cherché à se défendre, ce qui est déjà étrange en soi, car il s'était battu en duel avec lui. Car s'il s'était battu en duel avec lui, il n'aurait eu aucun mal à écraser Albert Ford, avec les deux mains liées dans le dos. Muriel avala encore un peu de champagne. L'évocation de ces anciens scandales semblait la réjouir autant qu'elle horrifiait Dodge. Harry ne savait plus ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait croire. Il voulait la vérité, mais Dodge ne trouvait rien d'autre à faire que de rester assis là, à chevaucher d'une voix faible qu'Ariana avait été malade. Harry avait imaginé que Dumbledore ne soit pas intervenu si une telle cruauté avait été véritablement exercée sous son toit. Pourtant, il était indiscutable qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire. Et j'ajouterai encore un détail, poursuivit Muriel, qui éloigna la coupe de ses lèvres en laissant échapper un léger hoquet. Je crois que Bathilda a tout raconté à Rita Skeeter. Ses allusions dans l'interview de Skeeter à une source bien informée proche de Dumbledore. Dieu sait que Bathilda était présente d'un bout à l'autre de cette histoire. Tout cela cadre parfaitement. Ah oui, désolé, c'est le but en même temps que tu puisses te détendre pour t'endormir. Bathilda n'aurait jamais parlé à Rita Skeeter, marmonna Dodge. Bathilda Tour-de-Sac, répéta Harry, l'auteur de l'histoire de la magie. Ce nom était imprimé sur la couverture de l'un de ses livres de classe, mais il fallait admettre que ce n'était pas celui auquel il avait accordé la plus grande attention. Merci beaucoup pour ton follow, Mélanie. Oui, répondit Dodge, s'accrochant à la question de Harry comme un homme qui se noie à une bouée. Une historienne de la magie particulièrement douée et une vieille amie d'Albus. Complètement gaga depuis quelque temps d'après ce qu'on m'a dit, ajouta joyeusement la tante Muriel. Si c'est vrai, c'est encore plus décevant de la part de Skeeter d'en avoir profité, trancha Dodge. Et on ne peut plus accorder aucun crédit à ce que Bathilda a pu déclarer. Oh, il existe des moyens de ramener les souvenirs à la surface, et je suis persuadée que Rita Skeeter les connaît tous, déclara la tante Muriel. Mais même si Bathilda a totalement perdu la boule, je suis sûre qu'elle a toujours des vieilles photos, peut-être même des lettres. Elle a fait que fréquenter les Dumbledore pendant des années. Ça vaut bien un petit voyage à Godric's Hollow, me semble-t-il. Harry, qui avait bu d'une gorgée de bière au beurre, s'étrangla et se mit à tousser, tandis que Dodge lui tenait des tapes dans le dos et le regarda la tante Muriel à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. Lorsqu'il eut retrouvé le contrôle de sa voix, il demanda « Bathilda Tour-de-Sac habite à Godric's Hollow. »« Oh oui, elle a toujours vécu là-bas. Les Dumbledore sont venus s'y installer après l'arrestation de Perceval, et ils étaient voisins. » Les Dumbledore vivaient à Godric's Hollow. « Oui, Barry, c'est ce que je viens de dire, » répliqua la tante Muriel avec mauvaise humeur. Harry se sentait épuisé, vidé. Pas une fois, en 6 ans, Dumbledore ne lui avait dit qu'ils avaient tous les deux vécu et perdu des êtres chers à Godric's Hollow. Pourquoi Lily et James étaient-ils enterrés près de la mère de la sœur de Dumbledore? Dumbledore était-il allé se recueillir sur leur tombe? Était-il passé à cette occasion
devant celle de Lily et de James. Il n'en avait jamais parlé à Harry. Il ne s'était jamais soucié de lui dire. Pour toi, pourquoi était-ce si important? Harry n'aurait su l'expliquer, pas même à lui-même. Pourtant, il le ressentait comme l'équivalent d'un mensonge. Le fait de ne pas lui avoir révélé qu'ils avaient en commun cet endroit et ses deuils. Les yeux dans le vague, il remarquait à peine ce qui se passait autour, et il ne vit pas qu'Hermione était sortie de la foule des danseurs, juste au moment où elle tira d'une chaise pour s'asseoir auprès de lui. « Je n'en peux plus de danser, dit-elle d'une voix haletante. Elle ôta une de ses chaussures et se massa la plante du pied. Ron est allé chercher des bières au beurre. C'est bizarre, je viens de voir Victor quitter le père de Luna d'un air furieux. On dirait qu'ils se sont disputés. Elle observa Harry et baissa la voix. Harry, tu te sens bien? Il ne savait pas par où commencer. Mais cela n'avait pas d'importance, car au même instant, une longue forme argentée tomba à travers le dé, au-dessus de la piste. Gracieux et luisant, un lynx atterrit avec légèreté au milieu des danseurs surpris. Des têtes se tournèrent tandis que ceux qui se trouvaient le plus près de lui se figeaient en plein mouvement, dans une pose absurde. Le patronus ouvrit alors largement sa gueule et parla d'une voix forte, lente, profonde, de Kingsley. Le ministère est tombé. Scrimgeour est mort. Ils arrivent. Oui, c'est tous les follow du coup qui ont des petits Pokémon et tu peux genre t'as en bas ta stream avatar. T'as en bas du stream et tu peux choisir ton Pokémon si tu veux. Voilà. Et premier chapitre de la soirée terminé, les loups. Encore un et deux dos. Je bois un coup et on continue. Voilà, c'est vous la merde hein, du coup. Le ministre de la magie est mort. Le ministère est tombé. Et là du coup ils savent où est Harry Potter. Et du coup ils viennent attaquer. Chapitre 9. Un endroit où se cacher. Et bonne année à toi aussi du coup Mélanie. Tout sembla lent. Harry et Hermione se levèrent d'un bond et tirèrent leurs baguettes. De nombreux invités commençaient tout juste à comprendre ce qui venait de se passer. Des têtes étaient encore tournées vers le félin argenté lorsqu'il disparut. Le silence se répandit comme une onde glacée, prenant sa source à l'endroit où le patronus avait atterri. Puis, quelqu'un cria. Harry et Hermione se précipitèrent dans la foule, saisis de panique. Des invités couraient en tous sens, beaucoup transplanaient. Les sortilèges de protection disposés autour du terrier avaient été brisés. « Ron !» s'écria Hermione. « Ron, où es-tu » Alors qu'il se vrillait un chemin à travers la piste de danse, Harry vit des silhouettes enveloppées de capes, le visage masqué, apparaître dans la cohue. Puis, il aperçut Lupin et Tonks, leurs baguettes brandies, et il les entendit s'exclamer tous les deux. « Protego !» Le cri fut repris en écho de tous côtés. « Ron !» appelait Hermione, sanglotant à moitié. Harry et elle furent violemment bousculés par des invités terrifiés. Au moment où Harry lui saisit la main pour être sûr qu'ils ne seraient pas séparés, un trait de lumière siffla au-dessus de leur tête. S'agissait-il d'un sortilège de protection ou d'un signal plus sinistre? Il l'ignorait. Ron apparut alors. Il attrapa le bras libre d'Hermione et Harry la sentit pivoter sur place. Les images et les bruits s'évanouirent, effacés par l'obscurité qui s'abattait sur lui. Il ne sentait plus que la main d'Hermione, tandis qu'il s'était aspiré dans l'espace et le temps, loin du terrier, loin des manches-morts qui surgissaient de partout, loin peut-être de mort lui-même. Pas de soucis Mélanie, à bientôt si ça te plaît, des bisous.
Où sommes-nous? Demanda la voix de Ron. Harry ouvrit les yeux. Pendant un instant, il eut l'impression qu'il n'avait pas quitté le mariage. Ils étaient toujours au milieu d'une foule. Tottenham. Court Road, à Londres, répondit Hermione d'une voix essoufflée. Marchez, marchez droit devant vous. Il faut trouver un endroit où se changer. Harry fit ce qu'elle disait, et ils marchèrent, courant à moitié, le long de la large rue sombre, grouillante et noctambule, bordée de magasins fermés, sous un ciel scintillant d'étoiles. Un bus à Impérial passa tout près d'eux dans un grondement de moteur, et un groupe de joyeux fêtards qui faisaient le tournée des pubs et les contemplèrent avec des yeux ronds. Harry et Ron portaient toujours leur robe de soirée. Hermione, nous n'avons rien pour nous changer, lui répondit Ron, alors qu'une jeune femme éclatait d'un rire éraillé en le voyant. Pourquoi n'ai-je pas porté la cape d'invisibilité, se lamenta Harry, maudissant intérieurement sa propre stupidité. L'année dernière, je ne m'en séparais jamais. Je l'ai, la cape. J'ai aussi des vêtements pour vous, annonça Hermione. Essayez simplement d'avoir l'air naturel jusqu'à ce que... Ici, ça ira. Elle les entraîna dans une rue adjacente, puis à l'abri d'une ruelle plongée dans la pénombre. Quand tu as dit que tu as la cape et les vêtements, commença Harry en regardant Hermione les sourcils froncés. Elle ne portait rien dans les mains à part son petit sac à perles dans lequel elle s'était mise à fouiller. Ils sont là-dedans, répondit-elle. À la grande stupéfaction de Harry et de Ron, elle sortit de son sac un jean, un sweatshirt, des chaussettes violettes et enfin la cape argentée. Comment as-tu fait pour un sortilège d'extension indétectable, expliquait Hermione. Difficile, mais je crois que je l'ai réussi. En tout cas, j'ai pu y mettre tout ce dont nous avions besoin. Elle secoua un petit peu le petit sac d'aspect fragile et l'écho d'objets pesants qui roulaient les uns avec les autres résonna à l'intérieur comme la cale d'un navire. Ah mince, ce sont les livres, dit-elle en jetant un coup d'œil dans le sac. C'est bête, je les avais classés par ordre de sujet, tant pis. Harry, prends la cape d'invisibilité. Ron, dépêche-toi de te changer. Quand as-tu fait tout ça, s'étonna Harry, pendant que Ron se débarrassait de sa robe de sorcier. Je vous l'ai dit au terrier, j'avais préparé les bagages depuis des jours, au cas où nous aurions à partir précipitamment. J'ai rempli ton sac à dos ce matin, Harry. Une fois que tu t'étais changé, je l'ai mis dedans. J'avais une intuition. Tu es vraiment étonnant de toi, dit Ron, en lui tendant sa robe roulée en boule. Merci, répondit Hermione. Elle parvint à esquisser un sourire et fourra la robe dans le sac. Harry, s'il te plaît, mets ta cape. Harry jeta la cape d'invisibilité sur ses épaules et la remonta sur sa tête, disparaissant à la vue. Il commençait seulement à prendre la mesure de ce qu'il s'était passé. Les autres, les invités du mariage. Nous n'avons pas le temps de nous en soucier pour l'instant, murmura Hermione. C'est toi qui le cherches, Harry. Et nous metterions tout le monde encore plus en danger si on retournait là-bas. Elle a raison, approuva Ron, qui n'avait pas besoin de voir le visage de Harry pour savoir qu'il s'apprêtait à discuter. La plupart des membres de l'ordre étaient présents, et ils s'occuperont des autres. Harry hocha la tête, mais il se rappela qu'il était invisible et répondit simplement « Ouais ». Il pensait à Ginny et sentait la peur bouillonner dans lui comme un acide. « Venez, il faut que nous partions d'ici, dit Hermione. » Ils reprirent la rue adjacente en sens inverse et revinrent dans la grande artère où de groupes d'hommes sur le trottoir opposé chantaient et titubaient. Par simple curiosité, pourquoi as-tu choisi Tottenham? Demanda Ron à Hermione. Aucune idée. Ça m'est venu en tête, mais je suis sûr que nous sommes en sécurité dans le monde des Moldus. Ce n'est pas là qu'ils penseront à nous chercher. Exact, admit Ron en regardant autour de lui. Mais tu ne te sens pas un peu exposé? Sinon, où aller? Dit Hermione avec un mouvement de recul, en attendant le groupe de fêtards de l'autre côté de la rue lui lancer des sifflets appréciateurs. Nous ne pouvons quand même pas louer des chambres au chaudron baveur, ni à la maison de Square Grimmauld. Et la maison de Square Grimmauld est exclue si Rogue peut y entrer. J'imagine qu'on pourrait essayer la maison de mes parents, mais il y a un risque que les mange-morts y aillent faire un tour.
Ah, si seulement il pouvait se taire, cela. Ça va, chérie, criait le plus ivre des fêtards sur le trottoir d'en face. Je t'offre un verre, laisse tomber le rouquin, et viens boire une pinte de bière avec moi. Allons nous asseoir quelque part, dit précipitamment Hermione, alors que Ron ouvrait la bouche pour répliquer. Regardez là-bas, ça devrait nous convenir. C'était un petit café miteux, ouvert toute la nuit. Une mince couche de graisse recouvrait la table en formica, mais au moins l'endroit était vide. Harry se glissa le premier dans un box, et Ron s'assit à côté de lui, face à Hermione qui tournait le dos à l'entrée, et n'aimait pas ça. Elle jetait si souvent des regards derrière elle, qu'elle avait l'air d'avoir un tic. Harry n'avait pas envie de rester immobile. Marcher dans la rue lui avait donné l'illusion qu'ils avaient une destination. Sous la cape, il sentait se dissiper les derniers effets du polynectar. Ses mains reprenaient leur taille et leur forme habituelle. Il sortit ses lunettes de sa poche et les remit sur son nez. Vous savez qu'on n'est pas loin du chaudron bavard ici, fit remarquer Ron une minute plus tard. Il suffit d'aller à Charning Cross. Ron, on ne peut pas, interrompit Hermione. Pas pour y rester, simplement pour savoir ce qu'il se passe. Nous savons très bien ce qu'il se passe. Voldemort s'est emparé du ministère. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir d'autre? D'accord, d'accord, c'était simplement une idée en l'air. Ils retombèrent dans un silence crispé. La serveuse qui mâchait son chewing-gum s'avança d'un pas traînant, et Hermione demanda deux cappuccinos. Harry étant invisible, il aurait semblé étrange de lui en commander un également. Deux ouvriers, à la silhouette massive, entrèrent dans le café et se glissèrent dans les box voisins. Hermione baissa la voix dans un murmure. « Je propose qu'on trouve un endroit tranquille pour transplaner et qu'on aille quelque part à la campagne. De là, on pourra envoyer un message à l'ordre. »« Tu sais faire le coup du patronus qui parle ?» demanda Ron. « Je me suis entraîné et je crois que oui, » répondit Hermione. « Très bien. Du moment que ça ne leur attire pas d'ennui. Mais ils ont peut-être été arrêtés alors qu'il est. » « Peur que ce truc est dégoûtant, ajouta Ron, après avoir avalé une gorgée de café grisâtre et mousseux. La serveuse l'avait entendu. Elle le fusilla du regard en traînant les pieds pour aller prendre la commande des nouveaux clients. Harry vit que le plus grand des deux ouvriers, un blond d'une taille colossale, renvoyait la serveuse d'un geste de la main. Vexée, elle le dévisagea d'un air glacial. « Bon, allons-y, je ne veux pas boire cette boue, dit Ron. Hermione, tu as de l'argent moldu pour payer ça. » Oui, j'ai pris tout ce que j'avais sur mon compte d'épargne logement avant de partir pour le terrier. Je parie que la monnaie doit se trouver tout au fond, soupira-t-elle, la main tendue vers son sac en paix. Les deux ouvriers firent simultanément le même geste et Harry les imita sans y penser. Tous trois tirèrent en même temps leur baguette magique. Ron mit quelques secondes à comprendre ce qu'il se passait, puis plongea par-dessus la table et repoussa Hermione de côté sur la banquette. La puissance des sortilèges lancés par les manches-morts fracassa le mur recouvert de carreaux, là où la tête de Ron s'était trouvée un instant auparavant. Au même moment, Harry s'écria, stupéfixe. Le grand manche-mort blond fut frappé en pleine tête par un jet de lumière rouge et s'affaissa sur le côté, inconscient. Son compagnon, incapable de voir qui avait jeté le sort, en lança un autre à Ron. Des cordelettes noires et brillantes s'échappèrent de l'extrémité de sa baguette et ligotèrent Ron de la tête aux pieds. La serveuse poussa un hurlement et se rua vers la porte. Harry envoya un nouveau sortilège de stupéfaction, visant le manche-mort au visage tordu qui avait ligoté Ron, mais il rata son coup, et le maléfice, après avoir ricoché sur une fenêtre, frappa la serveuse qui s'effondra devant la porte. « Expulso !» s'écria le manche-mort. La table derrière laquelle se trouvait Harry explosa. L'onde de choc le projeta violemment contre le mur et il sentit sa baguette lui échapper des mains tandis que la cape glissait de ses épaules. « Petrificus totalus !» hurla Hermione, qui était restée hors de vue. Le manche-mort tomba en avant comme une statue et atterrit dans un bruit de verre brisé sur l'amas de tasses cassées, de débris de table et de café. Tremblante, Hermione sortit en rampant dessous la banquette, secouant la tête pour débarrasser ses cheveux des éclats d'un cendrier fracassé. « Divine d'eau !» dit-elle, la baguette pointée sur Ron
qui poussa d'un rugissement de douleur lorsque le sortilège déchira la toile de son jean et lui entailla profondément le genou. Je suis vraiment désolé, Ron, j'ai la main qui tremble, dit Findo. Les cordes tranchées tombèrent sur le sol et Ron se releva, secouant ses bras engourdis pour établir la circulation. Harry ramassa sa baguette, enjamba le tas de ruines et s'approcha du grand manche-mort blond étalé en travers de la banquette. J'aurais dû le reconnaître tout de suite. Il était là, le soir de la mort de Dumbledore, dit-il. Il retourna du pied l'autre manche-mort, qui avait les cheveux plus foncés. D'un rapide coup d'œil, le regarda successivement Harry, Ron et Hermione. Celui-là, c'est Dolohov, dit Ron. Je le reconnais. Sa tête était mise à prix sur des vieilles affiches. Je pense que le grand type doit être Raoul. Peu importe les noms, s'écria Hermione d'une voix un peu hystérique. Comment nous ont-ils trouvés? Qu'allons-nous faire? D'une certaine manière, son accès de panique sembla éclaircir les idées de Harry. Ferme la porte à clé, lui dit-il, et toi, Ron, éteins les lumières. Il baissa les yeux vers Dolohov, toujours paralysé, réfléchissant à toute vitesse, pendant que la serrure cliquetait et que Ron se servait du déluminateur pour plonger le café dans l'obscurité. Harry entendit au loin les fêtards qui avaient sifflé sur le passage d'Hermione, lancer des plaisanteries à une autre fille. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Murmura dans le noir. Puis, plus bas encore, il ajouta. Les tuer. Eux aussi, ils nous auraient tués. Ils viennent d'essayer. Hermione frémit et fit un pas en arrière. Harry hocha la tête. Il faut simplement effacer leurs souvenirs, dit-il. C'est mieux. Comme ça, ils perdront notre piste. Si nous les tuons, il deviendra évident que nous étions ici. C'est toi qui commandes, répondit Ron, qui avait l'air profondément soulagé. Mais je n'ai jamais pratiqué les sortilèges d'amnésie. Moi non plus, dit Hermione, mais je connais la théorie. Elle respira profondément, puis, pour retrouver son calme, puis pointa sa baguette sur le front de Dolohov et prononça la formule « oubliette ». Aussitôt, le regard de Dolohov se fit vague et rêveur. « Magnifique !» s'exclama Harry en lui donnant une grande tape dans le dos. « Occupe-toi de l'autre manche-mort et de la serveuse pendant que Ron et moi, on fait le ménage. »« Le ménage ?» dit Ron qui jeta un coup d'œil à la salle partiellement détruite. « Pourquoi ?»« Tu ne crois pas qu'ils vont se demander ce qu'il s'est passé s'ils se réveillent dans un endroit où on dirait qu'une bombe vient d'exploser. » Ah oui, d'accord. Ron mit un moment avant de réussir à extraire sa baguette de sa poche. Pas étonnant que je n'arrive pas à la sortir. Hermione, tu as emporté mon vieux jean, il est trop étroit. Ah, tu vois, crois bien que je suis désolée, persifla Hermione tandis qu'elle tirait la serveuse à l'écart de la vitrine. Harry l'entendit marmonner quelque chose où l'endroit où Ron pouvait enfoncer sa baguette. Lorsque le café eut retrouvé son état initial, ils soulevèrent les manches-morts et les mirent dans leur box en les asseyant face à face. « Mais comment nous ont-ils trouvés ?» demanda Hermione, qui regardait alternativement les deux hommes inertes. « Comment ont-ils pu savoir où nous étions ?» Elle se tourna vers eux. Tu ne penses pas toujours la trace sur toi, n'est-ce pas, Harry? C'est impossible, répondit Ron. La trace est levée à 17 ans. C'est la loi des sorciers. On ne peut pas sur un adulte. Pour autant que tu le saches, répliqua Hermione. Et si les manches-morts avaient trouvé le moyen de la maintenir sur un sorcier de 17 ans? Mais Harry ne sait pas bouger d'un manche-mort, pardon. Sur les dernières 24 heures, qui aurait pu rétablir la trace? Hermione ne répondit pas. Harry se sentit souillé, sali. Était-il véritablement ainsi? Était-ce véritablement ainsi que les manches-morts les avaient retrouvés? Si je ne peux pas utiliser la magie, ni vous, quand vous êtes près de moi, sans révéler l'endroit où nous sommes, commença-t-il. Pas question que nous nous séparions, l'interrompit Hermione d'un ton sans réplique. Nous devons trouver un endroit sûr où nous cacher, dit Ron, pour nous donner le temps de réfléchir. Le square Grimmauld, suggéra Harry. Les deux autres en restèrent bouche bée. Ne sois pas stupide, Harry. Rogue peut y aller quand il veut. Le père de Ron a dit qu'il avait jeté des maléfices contre lui.
Et même s'ils n'ont pas marché, insista-t-il en voyant qu'Hermione voulait discuter, quelle importance? Je jure que rien ne me ferait plus plaisir que de me retrouver devant Rogue. Mais, Hermione, où tu allais autrement? C'est la meilleure chance que nous ayons. Rogue est tout seul, alors que si la trace est toujours sur moi, nous aurons une foule de mange-morts à nos trousses où que nous allions. Elle n'avait aucun argument à objecter, malgré son désir manifeste d'en trouver un. Elle déverrouilla la porte du café et rétablit la lumière en actionnant le déluminateur. Puis, lorsque Harry eut compté jusqu'à 3, ils annulèrent les maléfices lancés sur leur victime. À peine la serveuse et les mange-morts avaient-ils eu le temps d'émerger de leur sommeil que Ron, Hermione et Harry pivotaient une fois de plus sur eux-mêmes et disparaissaient dans les ténèbres qui les comprimaient de toutes parts. Quelques secondes plus tard, Harry sentait avec soulagement ses poumons se dilater et ouvrir les yeux. Il avait atterri au beau milieu d'une petite place sinistre et familière entourée de hautes maisons délabrées. Le numéro 12 était visible à leurs yeux, car ils avaient été informés de son existence par Dumbledore, son gardien du secret. Ils se précipitèrent, vérifiant tous les 10 mètres que personne ne les suivait ou ne les épiait, et montèrent 4 à 4 les marches de pierre du perron. Lorsque Harry donna un petit coup de baguette magique sur la porte d'entrée, ils entendirent une suite de cliquetis métalliques et le tintement d'une chaîne, puis la porte pivota dans un grincement où ils se hâtèrent d'en franchir le seuil. Dès que Harry referma le panneau, la vieille lampe à gaz d'un autre âge s'allumèrent, jetant des lueurs vacillantes tout au long du hall. L'endroit était tel qu'il se le rappelait, inquiétant, rempli de toiles d'araignées, les têtes d'elfes de maison accrochées au mur peuplant l'escalier d'ombre étrange. Ce long rideau sombre masquait le portrait de la mère de Sirius. La seule chose qui n'était pas exactement à sa place, c'était le porte-parapluie en forme de jambe de troll, couché par terre, comme si Tonks venait de nouveau de le renverser. « Je crois que quelqu'un est venu ici », murmura Hermione en le montrant du doigt. « C'est peut-être arrivé quand l'ordre a quitté la maison », chuchota Ron. « Où sont donc les maléfices jetés contre Rogue ?» interrogea Harry. « Peut-être qu'ils ne sont activés qu'en sa présence », suggéra Ron. Ils demeurèrent cependant regroupés à l'entrée, le dos contre la porte, craignant d'avancer plus loin à l'intérieur de la maison. « Ça ne va quand même pas rester ici, on ne va quand même pas rester ici indéfiniment, » dit Harry qui s'avança d'un pas. « Severus Rogue, la voix de Maugrey murmura dans la pénombre, les faisant tous les trois sursauter de peur. « Nous ne sommes pas Rogue, » répondit Harry d'une voix rauque. Quelque chose siffla au-dessus de sa tête, comme en couchant d'air glacé. Sa langue s'enroula sur elle-même, lui interdisant de parler. Mais avant qu'il ait eu le temps de se passer le doigt sur la bouche, sa langue se déroula. Apparemment, les deux autres avaient éprouvé la même sensation désagréable. Ron avait des hauts le cœur et Hermione bégaya. Ce doit être un sortilège de langue de plomb que Folleuil destinait à Rogue. Avec précaution, Harry s'avança un peu plus loin. Quelque chose remua dans l'ombre à l'autre bout du hall, et avant que l'un d'eux ait pu prononcer un mot, une haute silhouette, couleur de poussière, surgit du tapis, terrifiante. Hermione poussa un hurlement, ainsi que Madame Black, dont les rideaux s'ouvrirent brusquement. La silhouette grise glissa vers eux, de plus en plus vite, ses cheveux tombant jusqu'à la taille, sa barbe flottante derrière elle, le visage émacié, décharné, ses orbites vides. Horriblement familière, horriblement altérée, l'apparition leva d'un bras squelettique et le tendit vers Harry. « s'écria celui-ci. Il brandit sa baguette, mais ne sut quel sortilège lancer. « Ce n'est pas nous qui vous avons tué. » Au mot tué, la silhouette explosa dans un grand nuage de poussière. Toussant, les larmes aux yeux, Harry regarda derrière lui et vit Hermione accroupie par terre, près de la porte, les bras sur la tête. Ron, tremblant de tout son corps, lui tapotait maladroitement l'épaule
simplement quelque chose pour effrayer Rogue. Le sortilège avait-il eu l'effet recherché, ou bien Rogue avait-il foudroyé l'épouvantable apparition avec la même désinvolture que lorsqu'il avait tué le véritable Dumbledore? Les nerfs toujours à vif, Harry entraîna les deux autres à l'autre bout du hall, s'attendant plus ou moins à voir surgir une nouvelle horreur. Mais plus rien ne bougea, à part une souris qui trottinait le long d'un filtre, d'une plante. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il vaudrait mieux vérifier, murmura Hermione. Elle leva sa baguette et prononça la formule. Omnium Revelio. Rien ne se produisit. Tu viens d'avoir un grand choc, dit Ron avec douceur. C'était censé faire quoi? Exactement ce que je voulais, répliquer Hermione courroucée. Il s'agit d'un sortilège qui révèle toute présence humaine. Et je peux te dire qu'il n'y a personne ici, en dehors de nous. Nous et le vieux poussiéreux, ajouta Ron en regardant l'endroit où avait jailli la silhouette cadavérique. Allons là-haut, reprit Hermione, après avoir jeté son tour un coup d'œil craintif au tapis. Suivie des deux autres, elle monta l'escalier aux marches grinçantes qui menaient au salon du premier étage. Hermione donna un coup de baguette pour allumer les vieilles lampes à gaz, puis frissonna légèrement dans la pièce traversée de courants d'air. Elle s'assit au bord du canapé, s'entourant de ses bras étroitement serrés. S'approcha de la fenêtre et écarta de quelques centimètres l'épais rideau de velours. Je ne vois personne dehors, annonça-t-il. Si Harry avait toujours la trace sur lui, j'imagine qu'il nous aurait suivis. Je sais bien qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe, Harry? Il avait poussé un cri de douleur. Sa cicatrice le brûlait à nouveau, tandis que quelque chose étincelait dans sa tête à la manière d'une lumière vive, révélée à la surface de l'eau. Il distinguait une silhouette massive et sentit une fureur qui n'était pas la sienne secouer tout son corps, brève et violente, comme une décharge électrique. « Qu'est-ce que tu as vu ?» demanda Ron en s'avançant vers lui. « Il est chez moi. » « Non, j'ai juste éprouvé sa colère et il est vraiment fou de rage. »« Il pourrait très bien être au terrier, dit Ron d'une voix forte. Quoi d'autre? Tu n'as rien vu? Est-ce qu'il a lancé un maléfice à quelqu'un? Non, c'est simplement de la colère, je ne pourrais pas préciser. » Harry se sentait harcelé, désorienté, et Hermione ne l'était pas, lorsqu'elle lança d'une voix effrayée. « Encore des cicatrices. Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que la connexion était rompue. » Elle l'a été pendant un moment. Sa cicatrice lui faisait toujours mal, ce qui ne facilitait pas sa concentration. Je pense qu'elle se rétablit chaque fois qu'il perd le contrôle de lui-même. C'est comme ça que... Alors il faut que tu fermes ton esprit, coupa Hermione d'une voix perçante. Harry, Dumbledore ne voulait pas que tu utilises cette connexion. Il voulait que tu y mettes fin. C'est pourquoi tu es censé apprendre l'occlumencie. Sinon, Voldemort peut introduire de fausses images dans ton cerveau, souviens-toi. Oui, merci, je me souviens très bien, répliqua Harry, les dents serrées. Il n'avait pas besoin qu'Hermione lui rappelle que Voldemort s'était servi de cette même connexion pour l'attirer dans un piège, et que la conséquence en avait été la mort de Sirius. Il regrettait de leur avoir dit ce qu'il avait vu et senti. Cela rendait Voldemort plus menaçant, comme s'il était présent, le front contre la fenêtre du salon. Et pourtant, la douleur de sa cicatrice augmentait. Il essayait de la combattre, mais c'était aussi difficile que de s'empêcher de vomir. Il tourna le dos à Ron et Hermione, faisant semblant d'examiner la vieille tapisserie accrochée au mur, sur laquelle était représenté l'arbre généalogique de la famille Black. Hermione poussa alors un cri aigu. Harry tira à nouveau sa baguette et pivota sur ses talons. Un patronus argenté venait de traverser la pièce et atterrit sur le sol où il se matérialisa, sous la forme d'une belette qui leur parla de la voix du père de Ron. « Famille saine et sauve, ne répondez pas, nous sommes surveillés. » Le patronus se volatilisa. Ron laissa échapper un son indistinct entre gémissement et grognement, puis s'avala sur le canapé. Hermione s'approcha et le prit le bras. « Ils vont bien, murmura-t-elle, ils vont bien. »
bras la serra contre lui. Harry, dit-il, par-dessus l'épaule d'Hermione, je comprends, répondit Harry, que la douleur au fond rendait malade. C'est ta famille, normal que tu t'inquiètes. Je ressentirais la même chose à ta place. Il pensa à Ginny. Je ressens la même chose. La douleur de sa cicatrice atteignit d'un pic le bruit avec la même intensité que dans le jardin du terrier. Il perçut faiblement la voix d'Hermione qui disait « Je ne veux pas dormir toute seule. On ne pourrait pas camper ici cette nuit, dans les sacs de couchage. » Harry entendit Ron l'approuver. Il ne pouvait combattre plus longtemps la douleur. Il devait lui céder. La salle de bain, marmonna-t-il. Il quitta la pièce aussi vite qu'il put, sans courir. Il arriva juste à temps, verrouillant la porte derrière lui d'un geste tremblant. Il se prit la tête entre les mains, les tempes brûlantes. Il s'effondra sur le sol. Puis, dans une explosion de souffrance, il ressentait la rage qui n'était pas la sienne s'emparer de son âme. Il vit une longue pièce, éclairée par un simple feu de cheminée, et le grand moche-mort blond, qui hurlait, se tordait par terre. Il vit aussi une silhouette plus mince, penchée sur lui, la baguette tendue. Harry se mit alors à parler d'une voix aiguë, glacée, impitoyable. « Tu en veux davantage, Ron, ou bien on en reste là et on te donne à manger à Nagini. Lord Voldemort n'est pas sûr de pardonner cette fois. Tu m'as rappelé pour ça, pour m'annoncer que Harry Potter s'était à nouveau échappé. Drago fait sentir encore une fois à Raoul l'intensité de notre déplaisir. Si, ou c'est toi qui subiras ma colère. » Une bûche tomba dans la cheminée. Les flammes se dressèrent, projetant leur clarté sur le visage blanc et pointu, au regard terrifié. Avec l'impression d'émerger d'une eau profonde, Harry respira longuement à plusieurs reprises et rouvrit les yeux. Il était étendu, les bras en croix sur le sol de marbre noir et rond. Le nez, à quelques centimètres de l'une des queues de serpent en argent qui servaient de pied à la baignoire. Il se redressa, le visage émacié, pétrifié de Malfoy semblait gravé sur sa rétine. Harry était dégoûté par ce qu'il avait vu, par la façon dont Voldemort se servait à présent de Drago. De petits coups secs furent frappés à la porte et Harry sursauta lorsqu'il entendit retentir les voix d'Hermione. « Harry, tu veux ta brosse à dents? Je te l'ai apportée. »« Ah, très bien, merci, » répondit-il, en s'efforçant d'adopter un ton détendu, tandis qu'il se relevait pour lui ouvrir la porte. Pardon. C'est fini pour aujourd'hui les loulous. On va s'arrêter là. La suite sera mardi. Quelle journée? Oui, mardi. Et en plus on va attaquer un chapitre que j'aime beaucoup. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet d'un personnage qui est un peu sous-exploité dans les films, je trouve. Donc voilà. Je vais vous faire des bisous. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup à Moana pour les subs offerts. Merci aussi à Mélanie pour le nouveau follow, ça fait plaisir. Et puis bah je vous fais des bisous. Je vous dis à mardi. Et en attendant, prenez soin de vous et bonne école.